Parce que vu qu'il y en a qu'il faut qu'ils se déconnectent de Discord, il faut bien qu'ils m'entendent aussi. Alors on va essayer de faire la régulation. Sur Discord, on est encore 60, donc à vous de vous arranger, mais ceux qui avaient quelque chose de plutôt fluide sur BBB, je vous suggère d'y revenir, de libérer la place sur Discord. Ah, je suis désolé, hein, les moyens du bord là on sature un petit peu, mais je m'en excuse. Alors sur Discord, rien ne vous empêche de garder le chat. Donc on est tombé à 52. « 51. Donc sur le board, il y en avait quand même certains pour qui mon animation suivait. Hein. Les premiers connectés, ça suivait bien. Ok. Parce que moi, je ne me suis pas connecté du coup pour libérer une place. Donc, je ne vois pas que ça suit. Il y a un souci, vous me faites signe. Quand il est tombé à 48, ça devrait être bon. Est-ce que tout le monde peut confirmer que sur Discord, vous arrivez à suivre l'animation? Non, moi, la page, elle est figée. Alors, elle est figée sur l'introduction. Ouais, mais c'est que je bouge pas. Alors, je vais faire un essai en faisant défiler. Je vais défiler. Est-ce que le défilement y suit? Ouais, je ne démarre. Des deux côtés, BBB aussi? Alors, j'ai un nom pour Titouan. Pas sur BBB. Alors, pas sur BBB. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Alors, ça se trouve, ils n'ont pas eu le temps de charger. ouais, parce que moi, BBB, c'est que des fois, il faut retourner sur BBB pour que tu actualises, je pense. Ouais, parce que moi, je visualise hein, sur BBB, ouais, ça fonctionne. fonctionne. Sur la généralité sur les outils. Et là, vous avez changé de trop. Ouais, je suis revenu sur l'intro, là où j'en étais au niveau de mon discours. C'est qu'il y avait eu la latence quand vous parliez de changer les diapos, on ne voyait rien. D'accord, ok. Donc ça arrive à se réguler. Ouais, je crois que ça rame aussi, effectivement. Il va falloir négocier auprès de Discord qui rouvre les portes en grand là, pour monter au-dessus de ça. Donc c'est bon pour tout le monde? On peut reprendre? Donc là, je zappe sur le slide historique. Est-ce que tout le monde arrive à visualiser celui-ci? Ok. Ça a l'air bon pour Titouan qui était à la place tout à l'heure. Donc je reprends le discours. Sur BBB, ça suit aussi? Ok. Bon, ça me fait beaucoup de choses à surveiller. Hein. Les deux chats, plus les slides, plus le reste. Ok. Donc je reprends. Historique de la CFAO. Donc le terme CFAO, je l'ai déjà développé tout à l'heure, donc qui signifie bien entendu entre guillemets par rapport à ce que vous connaissez des termes CAO et FAO, le fait de coupler la création et la fabrication assistée par ordinateur.
en fait, la plupart du temps, pour faire de la FAO, on a besoin du modèle numérique de la pièce que l'on veut réaliser. Donc souvent, on utilise le terme complet CFAO pour décrire cette activité-là. Donc on vous dit que c'est utilisé dans le langage d'ingénierie depuis en fait le début des années 70. Donc ça remonte à très longtemps pour vous, hein. Même pour moi d'ailleurs, hein, je dis pas encore ce monde, où en fait, historiquement, les prémices étaient la possibilité d'utiliser un outil informatique, faire du dessin 2D, donc du dessin industriel au sens où vous l'avez pratiqué et vous le pratiquez encore sur table. D'accord. Donc, il y a eu les premiers outils informatiques qui ont permis de faire ça dans les années 70. Puis petit à petit, ça s'est complété hein, avec l'arrivée du 3D, mais qui au début était du 3D filaire. Puis l'arrivée de la modélisation surfacique volumique, où on a eu du 3D volumique et non plus filaire. Puis le fait de compléter les ateliers historiques qui étaient plus de dessin en fait hein, que de concept assisté par ordinateur, avec la possibilité de gérer des assemblages, de faire de la modélisation paramétrée et plus récemment de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie de la connaissance, où en fait on a greffé autour de l'outil modélisation numérique un certain nombre d'outils de simulation et d'aide à l'activité métier au niveau des différents maillons du traitement d'un produit. Donc que ce soit au niveau de la conception, de la fabrication, simulation de mécanismes, calcul et dimensionnement par élément fini, etc. etc. Et alors on n'a pas mis à jour le slide, hein, mais il faudrait rajouter plus récemment l'arrivée du fameux PLM auquel vous êtes confronté voilà, depuis qu'on l'a intégré en formation, donc depuis l'année dernière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un terme général qui couvre plein de domaines et que plus spécifiquement, le terme CFAO est intimement lié à l'automatisation de tous ces processus grâce à l'outil informatique. Voilà un petit peu l'idée. Des choses à rajouter, donc, où toujours d'un point de vue historique, peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, besoin qui avec l'augmentation de la demande sur des produits de plus en plus complexes. Et à ce moment-là, c'est là qu'ont été développées les premières machines-outils à commande numérique. Et à partir de là, on va dire que le besoin de produits variés sur une période courte a pris de la place de produits de grande quantité. Donc, ça veut dire que d'un concept de fabrication de masse, on est passé de plus en plus à une fabrication de petites séries, donc avec la nécessité en permanence d'être très réactif. Et donc, pour ça, les outils informatiques nous ont grandement aidés. Donc, parallèlement à ces avancées, de nombreux développements ont eu lieu, l'un des plus importants étant l'invention des ordinateurs. Dans le cadre de la fabrication, ils ont été essentiels pour le développement de la CAO, de la FAO, mais également du pilotage des machines-outils dites à commande, puis des robots, et aujourd'hui de ce qu'on peut appeler des systèmes flexibles, donc qui sont en capacité de se reconvertir pour passer d'une application à une autre, et non plus des systèmes de production agiles comme c'était le cas auparavant. Donc, si on continue au niveau des généralités sur la CFAO, le principe de base, c'est qu'on a un nœud central qui est la maquette numérique, ce que je vous ai dit précédemment, et autour de ça, en partant de sa modélisation, qui va permettre de définir une géométrie, un certain nombre d'outils et d'activités métiers vont se greffer sur ce modèle numérique pour compléter le traitement informatique. C'est le cas en particulier des logiciels de FAO qui vont s'appuyer sur la description de la géométrie de la pièce pour calculer des trajectoires d'usinage. Donc il faut ainsi retenir que la FAO est utilisée en usinage, donc plus génériquement avec des outils coupants,
mais également en découpage laser, jet d'eau, plasma, au sens où vous l'avez vu avec le laser. Donc c'est une même base d'outils qui va être un petit peu déclinée, donc en utilisant des opérations particulières, on va dire. Dans le cas de la découpe, on va dire, où la plupart du temps, on a juste à suivre des contours et non pas tailler de la matière complète dans la masse. Donc, en complément de ça, on vous dit que usiner, ça revient à déplacer un outil dans un volume de matière initiale, que l'on va appeler le brut, en suivant des trajectoires qui, elles, vont s'appuyer sur des géométries choisies, caractéristiques de la pièce. Donc, au final, tout simplement, en calculant l'intersection entre l'outil qui se déplace le long de la trajectoire et le brut, on va provoquer une perte de volume de ce dernier, comme ça se passerait physiquement quand on usine la pièce. Et donc, la succession de ces déplacements du volume outil dans le volume brut permet d'obtenir soustraction, le volume de la pièce finie. Donc, au sens des opérations CAO, des opérations booléennes, ça consiste tout simplement à faire des opérations de soustraction. Il faut imaginer un volume mobile qui est le volume, le gabarit de l'outil, qui se déplace dans le volume brut et qui, au fur et à mesure, va sculpter la matière par soustraction. Un petit complément concernant le vocabulaire, donc où on va désigner sous le terme opération d'âge l'ensemble des données nécessaires pour définir au sens du logiciel une opération, qui va avoir le même sens que celui qu'on lui avait donné l'année dernière dans les cours de méthode. Hein. Donc on vous rappelle qu'une option consiste à utiliser une stratégie avec un outil donné pour enlever de la matière sur une ou éventuellement plusieurs zones de la pièce. Et donc pour ça, ça va nécessiter la définition d'une géométrie d'outil associée à ses caractéristiques de coupe. Donc ça, vous verrez ça en FAO quand on chargera un outil de la bibliothèque qui aura été créée pour vous, une bibliothèque virtuelle, un magasin virtuel. On chargera certes une géométrie d'outil, mais associée à des caractéristiques de coupe. Tout ou partie de la géométrie de la pièce. Donc là, on s'appuiera sur le modèle numérique de la pièce et du brut associé. Et en complément, les paramètres caractéristiques des algorithmes de calcul des trajectoires d'usinage et éventuellement, alors là, tout ou partie de la géométrie du brut. Donc on dit éventuellement parce qu'en fonction des opérations, ce n'est pas forcément nécessaire. Exemple de la programmation de découpe laser que vous avez tous découvert dans le cadre des activités TP Buggy, où en fait on s'appuie juste sur le contour de la pièce sans avoir à déclarer une pièce brute. Donc pour ça, un premier exemple qui va être une application de perçage pour laquelle en fait la géométrie d'outil qui va être nécessaire à définir au sens du logiciel sera en fait la géométrie décrite comme forêt usinage, comme vous le voyez sur ce transparent-là. On va dire que la géométrie exacte du forêt visualisée en mode statique, donc avec la présence des gougures et des lèvres, n'est pas utile pour le calcul d'enlèvement de matière au sens du logiciel de FAO, puisque quand l'outil se met à tourner, en gros, le volume englobant va bien correspondre à un cylindre avec une pointe conique, et la présence des gougures et des lèvres ne va rien changer à la matière qui va être enlevée au niveau du volume brut de la pièce. Donc ce qu'on vous décrit en dessous, c'est qu'un forêt est une pièce de forme détaillée complète lorsqu'il est statique, mais qu'en mouvement, il est assimilable à un cylindre avec une partie conique en bout. Le mouvement de coupe est obtenu par la rotation de l'outil autour de son axe de symétrie, donc au sens où on l'avait vu l'année dernière. Et le mouvement d'avance, lui, correspond à un déplacement suivant l'axe de l'outil pour générer petit à petit le trou dans le volume brut de la pièce. Ce trou pouvant être borgne si on s'arrête avant de déboucher sur la face inférieure de la pièce, ou débouchant si on traverse cette face-là.
Donc on vous dit que la géométrie qui en résulte au niveau de la pièce brute, c'est soit à nouveau un cylindre avec un fond conique dans le cas d'un trou borgne ou un simple cylindre dans le cas d'un trou débouchant. Je vais continuer avec le deuxième exemple et puis je ferai une petite pause pour voir s'il y a des questions par rapport à ça. Donc le deuxième exemple, cette fois, va être un exemple un petit peu plus complexe, entre guillemets, d'usinage dit d'une surface gauche. Donc ce qu'on appelle une surface gauche, c'est toute autre chose qu'une surface plane horizontale ou des contours verticaux. Donc, tout ce qui est autre que ça, qu'on qualifiera d'opération d'usinage deux axes et demi, va correspondre à de l'usinage de forme gauche ou complexe. Donc, dans ce cas-là, on vous dit que la géométrie est réalisée par des passages successifs de l'outil. Bien souvent, en tout cas pour les opérations de finition, l'outil que l'on utilisera sera un outil fraise de taille à bout hémisphérique et pas une fraise de taille droite, qui va donc imprimer, comme ça vous ai dit sur le transparent, une trace de section cylindrique dans la pièce, comme vous le voyez sur l'image d'en bas. Alors, je suis désolé, j'ai pas accès à mon pointeur laser pour vous cibler sur les slides. Je sais pas pourquoi. Je l'avais ce matin quand j'étais juste sur BBB. Si, c'est bon, c'est qu'il fallait faire un petit clic. Alors, j'active mon pointeur laser. Voilà, donc je sais qu'il y a un petit peu de latence, mais c'est sur cette capture d'écran-là que vous voyez du coup le concept de la distanciation qu'il y a entre deux passes successives de l'outil. Où sur cette vue-là, il faut imaginer que l'outil pour usiner, il se translate dans la perspective de l'écran, donc de devant vers derrière l'écran. Puis, il va faire différentes passes successives, ce qu'on appelle du balayage, en se déplaçant d'une distance entre deux passages qui vous est décrite ici à travers la cote qui vous est précisée. Et donc, en fonction de cette distance-là, vous devinez bien que l'outil qui va avoir un bout hémisphérique va générer en fait sur la pièce non pas une surface plane sans défaut, dans le cas où on aurait un plan horizontal, mais une surface présentant ce qu'on appelle des crêtes. D'accord ? Et donc ces crêtes vont être d'auteur plus ou moins importante directement en fonction de la distance qu'il va y avoir entre les passes. Donc vous anticipez un petit peu la problématique, qui est de se dire si je veux une super qualité d'usinage, je vais rapprocher les passes. Donc à ce moment-là, j'aurai des crêtes moins hautes, mais je vais mettre plus de temps à usiner. À l'inverse, si je veux être plus rapide, je vais écarter plus les passes, mais j'aurai des crêtes plus importantes. En fait, c'est le même concept que l'on retrouve en tournage, avec un outil de tournage qui aura toujours un bec avec une partie rayonnée et qui fait que quand on veut faire la finition, on adopte une avance par tour qui est en gros le même paramètre que la distance entre passes ici, plus faible de façon à avoir une surface plus lisse. En l'occurrence, si c'est une opération de débauche où on va vouloir aller vite, on va écarter plus la distance entre passes, on va adopter une avance par tour plus importante pour être plus productif, quitte à être moins bon en qualité. Voilà un petit peu le concept. Ok, je fais une petite pause à cette fin d'introduction pour savoir s'il y a des questions de votre côté, s'il y a des problèmes techniques éventuellement pour certains d'entre vous. Je vous laisse la parole. Alors, je vais essayer de jongler entre les deux chats et les haut-parleurs, ça devrait aller pas trop mal pour savoir si tout va bien. Alors, il y a une question sur BBB. Ok. Donc, pour éviter ça, on ne peut pas utiliser une fraise de taille plate et donc utiliser deux outils. Vous avez tout à fait raison. On en reparlera après. Hein. Mais si effectivement ce qu'on veut usiner, c'est un plan horizontal, une surface plane horizontale, on n'utilisera pas une fraise hémisphérique, mais une fraise droite, effectivement, qui permettra d'être beaucoup plus productive dans ce cas-là.
On va dire qu'après, chaque géométrie d'outil va avoir un petit peu ses avantages et ses inconvénients en fonction des applications qu'on veut faire. Il y aura un petit slide de synthèse par rapport à ça pour faire le bilan. J'ai pris l'exemple du plan horizontal parce que c'est le plus facile à comprendre. Alors vous allez me demander du coup pourquoi est-ce qu'il y a des fois on utilise des fraises à bout hémisphérique. On verra qu'il y aura des avantages quand on a principalement des surfaces concaves à usiner. C'est des outils qui provoqueront moins facilement des collisions, ce qu'on appellera des collisions locales. C'est le fait qu'en fait le coin de l'outil, si on ne veut pas qu'il usine trop de matière dans la pièce, va obliger à laisser au fond de la cuvette qu'on veut usiner du surplus de matière qui ne sera pas usiné. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Là, c'était vraiment introductif. C'est bon pour Churros. Donc, côté Discord, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Est-ce que d'un point de vue technique, ça fonctionne pas trop mal pour tout le monde? Alors, je vois qu'il y en a un qui est grillé, c'est Ilias qui a pas le son. C'est qu'il y a un problème technique pour vous? Du coup, ça doit être dur de me suivre s'il n'y a pas le son. Oui, mais nous ne s'entend pas. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on va poser la question sur le chat. Ah, c'est peut-être qu'il est de l'autre côté. Ouais, c'est possible. Bon, on va pas perdre trop de temps pour lui, que si vraiment il avait un souci, il se serait manifesté. Pour les autres, ça fonctionne. Pas trop de latence au niveau de mon pointeur laser par rapport à mon discours. Ah, Ilias nous répond. Ok, c'est qu'il est sur BBB. Donc, je vous propose de converger sur la partie suivante. Donc, on va passer cette fois au principe d'élaboration, dans un premier temps, d'une gamme de fabrication. Donc, la quantité gamme, je pense que vous l'avez tous un petit peu découverte via le TP probablement laser. Donc, en fait, quand on a commencé à créer un nouveau fichier FAO, alors c'était déjà fait pour vous, hein, vous l'avez repris en main. En fait, il y avait une première couche qui s'appelle phase d'usinage. Dans le cas du laser, il n'y avait qu'une seule phase, mais en fait, on a la possibilité de définir plusieurs phases d'usinage successives dans un même contexte de processus d'usinage, et donc permettrait de définir la gamme complète d'usinage de la pièce. Donc je vous rappelle que quand on passe d'une phase à une autre, on positionne la pièce différemment sur une machine. D'ailleurs, c'est même pas obligé qu'on utilise la même machine d'une phase à l'autre, ce qui revient à définir une nouvelle mise en position, en plus de définir des opérations d'usinage différentes. On vous dit après ça que on a différents algorithmes de calcul de trajectoire disponibles qui vont être choisis en fonction des critères suivants. 1, la topologie et la géométrie de la pièce. 2, les caractéristiques de la machine-outil. Et donc, au final, le choix et le séquencement des outils et de leur trajectoire constituent ce qu'on appelle la stratégie d'usinage. Donc, ce terme stratégie d'usinage va être un petit peu une nouveauté qui est apparue avec l'outil informatique Pro, sachant que quand on écrivait, quand on rédigeait des programmes ISO manuellement, on parlait beaucoup moins de ce terme-là de stratégie. Petite remarque, on vous dit qu'une machine 5 axes va permettre l'usinage de 5 faces de la même pièce sans démontage avec l'axe outil normal à chacune des faces. Donc ça, c'est un concept qu'on avait vu l'année dernière. C'est un des intérêts de l'usinage 5 axes, c'est qu'on peut usiner un maximum de jours la pièce sans avoir besoin
de la repositionner différemment. Et donc, ce qui permet bien souvent de minimiser le nombre de phases différentes. On vous dit également que la gamme de fabrication dépend intimement de l'architecture de la machine et de son nombre d'axes, bien entendu. Alors, je n'ai pas précisé, mais je pense que vous êtes douté que l'intégralité des captures d'écran de mon support de cours ici utilise l'outil CATIA V5. Voilà, j'ai pas encore actualisé les captures d'écran avec 3D Experience. L'idée étant que, à part l'environnement, l'interface qui change un petit peu, on va dire que les outils, les boîtes à outils et les outils des applications d'usinage restent très proches, voire identiques, entre la version 5 et la version 3D Experience. C'est pour ça que je pense que vous ne serez pas dépaysé. La couche phase d'usinage, programme de fabrication, puis les opérations restent inchangées par rapport à l'aperçu que vous avez pu avoir sur 3D Experience. Ce transparent ici pour vous expliquer les différents traitements successifs qui sont faits dans le cadre d'une activité de CFAO, en partant au départ d'une géométrie décrite numériquement à la fois de la pièce, mais également de la pièce brute, éventuellement des outils et de la machine, jusqu'à voir physiquement la pièce usinée sur la machine à commande numérique. En fait, il faut bien avoir conscience que entre les deux, il y a différents traitements qui sont opérés. Le premier étant véritablement l'activité de FAO, où, comme on l'a déjà dit, on va générer des trajectoires d'usinage que va devoir suivre l'outil durant l'usinage. Donc, c'est l'activité proprement dite de FAO au sens où je vous l'ai décrite jusqu'à présent. Donc, qui va permettre, en ayant en poche les différentes géométries, de calculer et de générer des trajectoires associées à des parcours d'outils. Mais ça ne fait pas directement la rédaction du programme d'usinage que la machine sera en mesure de lire et d'exécuter. Cette traduction va intervenir dans un second temps à travers une prochaine étape qu'on qualifie de post-processing, qui fait appel à un outil qu'on appelle post-processeur. Donc ça, c'est un terme que vous avez également découvert durant l'activité de programmation du laser. Donc, où une fois qu'on avait générer les trajectoires, pour générer ensuite le programme ISO qu'on appelle également CodeG, il fallait un nouvel outil que j'ai appelé de manière imagée un traducteur, mais c'est un petit peu ça, c'est un traducteur informatique qui va permettre de prendre en compte tous les paramètres engrangés dans la définition des trajectoires des différentes opérations pour au final générer le programme ISO qui sera final interprété et exécuté par la machine à commande numérique. Alors face à ça apparaissent un certain nombre de problématiques. La première étant que les données de géométrie sont souvent produites avec un logiciel et un éditeur différents de celui qui va faire le traitement de la FAO, d'où l'intérêt, enfin l'obligation la plupart du temps, d'utiliser un format d'échange des données numériques 3D pour au final pouvoir faire le traitement numéro 2 qui va permettre donc de s'appuyer sur la géométrie des différents composants pour générer des trajectoires. Alors l'aperçu que vous en avez eu cette année, c'est que c'était le même outil 3D Experience qui a permis de faire la modélisation CAO et derrière la programmation FAO. Mais si vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu la chance de faire les TP FAO l'année dernière avec TopSolid TopCam, pour la deuxième pièce qu'on avait programmée en fraisage, le petit carter robot, en fait, c'est une pièce qui avait été modélisée avec CATIA et qui avait été ensuite importée dans l'environnement TopCam avec un format d'échange qui était justement le format STEP. L'inconvénient donc de devoir procéder comme ça, c'est d'avoir à faire une traduction qui souvent se traduit par une perte d'informations
de description de la géométrie 3D. Donc dans l'idéal, si on peut utiliser le même logiciel, on vous dit ici que dans ce cas-là, on va traiter le format natif et qu'aucune donnée ne sera perdue. Mais la plupart du temps, dans une activité industrielle, c'est très compliqué d'appliquer cette contrainte-là. Parce que souvent, le donneur d'ordre, lui, utilise un certain outil, et derrière le sous-traitant qui va être chargé de la fabrication, on utilise un autre. Alors, sauf certains cas particuliers, je pense par exemple à l'aéronautique, où des sous-traitants aéros sont souvent forcés d'utiliser un outil numérique compatible natif avec la CAO des pièces donnée par le donneur d'ordre au départ. Pour toutes les autres activités, bien souvent, vu qu'il existe une multitude d'outils différents et une multitude de formats numériques, il est nécessaire de passer par des formats d'échange. Ce que je vais détailler plus en profondeur dans le transparent qui suit. Donc, les principaux formats d'échange, on vous dit ici qu'il y en a qui sont plutôt spécialisés pour les formats CAO, d'autres spécialisés pour les formats CAO, et que donc les bases de données CAO sont spécifiques à chaque logiciel. On parle alors de bases de données propriétaires. Pourtant, il est possible d'utiliser un modèle conçu avec Katia et de traiter la FAO avec TopCam. C'est le cas des TP qu'on vous a fait faire en première année. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité qui rentre dans les processus d'idées de données informatiques et qui est obtenue utilisant des bases de données neutres définies par l'ensemble des éditeurs. Donc vous avez pour ça le schéma descriptif dans la partie inférieure du slide qui vous dit que par exemple si on veut passer base de données native qui est Katia en une base de données FAO qui va être Missler, entre les deux il va falloir trouver un format d'échange qu'on appelle une base de données neutre, dont les principaux sont le format STEP, IGES, DXF et STL qu'on va détailler un petit peu plus dans les transparents qui suivent. Où en gros, il faut imaginer que si on faisait l'analogie avec des langages, ici, la base de données native, c'est le langage français. La base de données FAO, c'est le langage, on va dire, chinois. Entre les deux, pour traduire du français au chinois, on va faire appel à un traducteur intermédiaire, un langage intermédiaire qui va être le langage universel, par exemple l'anglais, et qui va donc nécessiter de faire appel en fait à deux traducteurs. Un premier traducteur qui va nous traduire le français en anglais et le deuxième traducteur qui va nous traduire l'anglais en chinois. Il faut imaginer que les traducteurs français-chinois directs n'existent pas. Donc ça nécessite deux moulinettes successives avec souvent associé à ces traductions-là une perte d'une partie des informations de description de la géométrie. Ce qu'on va donner plus en détail dans les transparents qui suivent. Donc le format neutre va être le format DXF, qui lui va avoir la spécificité de traiter du 2D uniquement. Donc historiquement, il a été créé par la société Autodesk, qui était une des premières sociétés à proposer des outils informatiques pour faire du dessin 2D, d'où le développement à l'époque de ce format-là. Donc on faisait uniquement du 2D filaire. Donc il va servir à échanger des fichiers DAO ou CAO entre systèmes CAO, n'utilisant pas le même format de fichier natif. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fichier pour le transfert de données du type vecteur, donc ce qu'on appelle aussi le vectoriel, qui aujourd'hui est principalement utilisé pour tout ce qui est image numérique. Donc l'intérêt de la description vectorielle par rapport à la description en elle, c'est qu'on n'a pas de perte de précision en fonction de la taille de l'image. C'est-à-dire que l'image, qu'elle soit toute petite ou énorme en taille, si elle a une description vectorielle, on n'aura aucune perte d'information. Donc c'est l'exemple du PDF. Un fichier PDF, en fait, c'est du vectoriel. Contrairement à un JPEG qui, lui, va être en pixels et qui donc va perdre en qualité quand on va vouloir zoomer, agrandir l'image.
Donc ça, en gros, aujourd'hui, dans l'industrie, c'est utilisé justement principalement pour tout ce qui est découpe laser, jet d'eau, etc., où on a la plupart du temps juste à suivre des contours 2D qui peuvent être décrits avec ce format-là, justement, TXF. Le format suivant, qui cette fois va converger sur du 3D, qui va être le format IGES, de l'anglais Initial Graphics Exchange Specification, avec mon super accent anglais qui va bien. Donc lui, cette fois, c'est un format de description 3D avec une définition mathématique, mais uniquement de la surface correspondant, en fait, si vous voulez, à la peau de la pièce. Donc ça veut dire que on va décrire la surface, mais à l'intérieur, on va avoir du creux. Donc l'inconvénient de ce format-là, c'est que si jamais au niveau des surfaces, on a des surfaces complexes à décrire, mais il arrive des fois qu'on ait des petits trous au milieu d'une surface et que quand on va vouloir en faire un traitement FAO derrière, un petit trou, le logiciel de FAO va se dire si j'ai un petit trou, l'outil peut passer par le trou. Et c'est comme ça que des fois on se retrouve avec l'outil positionné à l'intérieur de la surface et non pas côté extérieur. Donc c'est une des limites de ce format-là qui fait que pour la FAO, c'est pas le format que moi je revendique en tout cas à utiliser, qui sera plutôt le suivant, le format STEP, qui lui va décrire une géométrie solide, sans défaut. Par contre, la limite, c'est qu'elle est récupérée en tant que bloc non éditable. Donc, imaginez que tout l'arbre de construction que vous visualisez dans Katia quand vous avez construit, modélisé votre pièce, va disparaître et on a un seul corps unique qui n'est plus éditable et plus modifiable. Donc en gros, ça marche bien quand la géométrie de la pièce est figée. Par contre, si jamais la géométrie évolue, à chaque fois, on est obligé de redévelopper toute l'activité de FAO en repartant de zéro, en repartant d'un nouveau fichier STEP. D'accord. Mais en gros, on a des gros soucis d'actualisation des données dans le cas où la géométrie évolue. Et enfin, le dernier format 3D dont vous avez entendu parler, qui est celui utilisé principalement pour tout ce qui est prototypage et maintenant impression 3D, qui est le format STL, qui lui en fait va décrire à nouveau la peau de la pièce, mais avec une géométrie approchée sous forme de mailles triangulaires. Donc l'intérêt de ces mailles triangulaires, c'est que chaque triangle va correspondre à un plan, et que donc au niveau traitement géométrique, la description d'un plan, c'est très simple, et beaucoup plus simple que la description d'une géométrie complexe. Donc voilà le détail que je voulais faire pour les 4 formats standards de description de géométrie qui correspondent donc à des formats d'échange entre CAO et FAO. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients et va être utilisé dans certaines applications. Pour finir sur cette partie-là, un petit bilan pour vous dire que les développeurs d'outils informatiques FAO, il n'en existe pas qu'un, il en existe une palanquée. Donc ici, on n'en a que fait un petit extrait des principaux qui sont répandus de par leur reconnaissance ou d'un point de vue local au niveau du tissu industriel régional. Mais en gros, alors si on devait faire la liste complète, je pense qu'aujourd'hui on atteint la centaine facile d'outils de FAO qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Donc on retrouve les plus importants, donc bien entendu l'outil Dassault Systèmes, alors qui n'est plus Katia, mais 3D Experience avec la dernière version, qui lui va prédominer pour toutes les grosses structures, pour les applications du domaine de l'aéronautique, parce que c'est imposé par les donneurs d'ordre, également un petit peu l'automobile. Missler qui lui va plutôt être développé dans tout ce qui est PME, donc surtout sur le bassin de Brive, on a beaucoup de PME qui utilisent cet outil-là. Siemens, on va dire, qui est le concurrent Dassault Systèmes allemand, donc qui aujourd'hui, je n'ai pas actualisé, il ne s'appelle plus Unigraphics, mais NX, qui est également développé également en France, qui est un logiciel concurrent à Katia.
directement. Et puis d'autres un petit peu moins connus, tels que Mastercam, GipsCam. Il y a également SolidCam aujourd'hui qui est proposé avec le package SolidWorks, pas mal répandu pour l'activité de CA. Donc il faut savoir qu'il n'existe pas un seul outil, mais une infinité. D'où la philosophie de notre formation où certes, on va vous faire pratiquer sur un outil, mais l'idée c'est plutôt de vous inculquer une méthodologie plutôt qu'un formatage à un outil qui fera que dans vos activités futures, que ce soit en stage ou en activité professionnelle dans les entreprises, vous serez en mesure de vous adapter à l'outil disponible dans l'entreprise. Donc, chose que vous avez déjà faite en CAO, hein, quand on vous a fait pratiquer Top Solid en activité de conception de montage d'usinage, vous avez plutôt très bien pris en main l'outil, vous avez plutôt très bien sorti. Donc c'est vraiment sur cette philosophie que nous, on ancre la formation et ce qui nous distingue principalement d'une formation de BTS sur ces aspects-là, activité métier. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Vu qu'on va passer à une autre partie un petit peu dissociée de ce que j'ai traité pour l'instant, qui était plutôt introductif, je vous propose peut-être une petite coupure. Alors je sais qu'on a commencé en retard, hein, mais ça fait par rapport à ce qui était prévu, voilà, 1 heure qu'on est connecté. On va se dire voilà, qui permet de faire une petit arrêt technique pour certains s'il y a besoin. Et je vous propose de reprendre dans une dizaine de minutes. Je suis bien entendu à votre écoute avant s'il y a des questions.